Alors, on poursuit maintenant avec cette conférence qui s'intitule J'ai vu l'ennemi et c'est nous pour Cyber Security Talent Wars. Alors, vous avez probablement entendu parler de la guerre des cyber-talents et du danger. Pardon? Ah, vous devez mettre vos. Voilà. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la guerre des cybertalents et du danger que l'Amérique du Nord ait 3,5 millions d'emplois non pourvus en cybersécurité d'ici 2025. Mais pourquoi? Alors, ce panel explore comment nous allons nous-mêmes créer le problème. Nous avons créé le problème et que nous pouvons faire maintenant pour le corriger. Alors, le panel explore les véritables raisons pour lesquelles les cyberguerres des talents existent et pourquoi nous sommes les plus grands ennemis sur ce champ de bataille des talents. Nous créons des obstacles dans notre quête de recrutement, d'éducation, de formation et de rétention des cybertalents pour répondre aux besoins croissants de l'industrie. Ce panel va être animé par M. François Guay, qui est expert en recrutement au Réseau canadien de cybersécurité. Il a fondé et dirige le plus grand réseau de talents en cybersécurité au Canada, le Canadian Cyber Security Network. Il a également créé et dirige le seul portail d'emploi dédié à la cybersécurité au Canada, CanadianCyberSecurityJobs.com. Marassa Paquette-Clouston est professeure adjointe en criminologie à l'Université de Montréal et collaboratrice au laboratoire Stratosphère. Julien Turcot est VP des ventes au Canada pour GoSecure. Julien Turcot est un exécutif reconnu dans le domaine de la sécurité de l'information. Il a plus de 15 ans d'expérience dans la sécurité de l'information à grande échelle, de programmes de cyber-résilience et de gestion des risques. Finalement, David Paul-Hubert est un entrepreneur avec un profil en technologie. Après l'éclatement de la bulle .com, il a fondé Zero Spam en 2003, qui, avec une croissance rapide, est devenu le leader canadien de la sécurité email. Et Alexis Doré-Jonca dirige l'équipe responsable de la recherche sur les attaques ciblées chez Proofpoint. Leur but, identifier et comprendre ces attaques pour protéger leurs clients contre ces attaques dédiées et persistantes. Avant de rejoindre Proofpoint, Alexis a été durant plus de 10 ans le directeur du Centre de recherche et développement montréalais de la firme I7. Alors, je vous laisse la parole. Fantastique, je te remercie. Il faut prendre le micro. Il est ouvert. Je te remercie beaucoup. Donc, je suis très excité de discuter de ce sujet. Donc, je vais commencer avec David, puis je vais demander la première des questions. La plupart des descriptions de postes exigent de 3 à 5 ans d'expérience pour les nouveaux. Est-ce une véritable exigence ou doit-elle vraiment devenir une relique du passé? Ouais, ben, je pense qu'effectivement, c'est une vraie exigence parce que tout le monde dans l'industrie veut avoir des candidats d'expérience. Tout le monde veut avoir des candidats qui vont être capables de faire le travail avec un minimum de formation. Alors oui, on est tous après des talents qui sont au moins minimalement performants, mais ce que ça ne dit pas, c'est dans le fond, il faut quand même encourager les juniors, ceux qui sortent de l'université, il faut leur donner une chance, leur donner un accès à l'emploi. Donc, comment ça se fait? Selon moi, c'est beaucoup avec des programmes de stage en entreprise. Je pense que Massara pourra faire du millage là-dessus. Donc, il faut leur donner un tremplin d'emploi. Ça ne sera peut-être pas en cyber, ça sera peut-être dans un emploi connexe. On peut penser helpdesk, on peut penser infrastructure, mais au moins ils vont être dans l'industrie. Donc moi, j'en ai engagé plein de candidats universitaires qui n'avaient pas d'expérience, mais ils sont rentrés dans l'industrie et après ça, quand ils ont vu, après 2 ans, ils ont pivoté et là, ils ont développé leur expertise. Moi, il y a des pentesters qui sont sortis de chez nous, qui travaillent pour des grandes banques maintenant, mais qui ont commencé au sortir du cégep. Ils étaient helpdesk. Bon, ils n'ont pas fait ça pendant très, très longtemps, mais ça les a exposés à l'industrie, ça leur a donné une crédibilité. Donc, je pense que oui, on est après, c'est ce qu'on veut, mais le corollaire, c'est qu'il faut donner une chance à nos jeunes. Mais on le fait dessus. On le fait dessus. Est-ce qu'on le fait? Ça varie hein, d'une entreprise à l'autre. Il y a des équipes, c'est tout à fait comprenable, qui vont avoir de la misère à absorber un junior, juste par leur taille. Hein. Si une équipe de 2 ou 3 personnes
doit prendre en charge un ou deux stagiaires, veut pas, ça prend du temps. Ça va avoir un impact sur l'output de cette équipe-là. Par contre, il faut pas être, si on veut, paresseux, puis prendre le risque de se lancer quand même, surtout dans un contexte de croissance. Prendre le risque qu'on ait un ou deux ou trois personnes, on peut engager un ou deux juniors et faire en sorte qu'ils vont rester longtemps, qu'ils vont grossir l'équipe, qui va permettre d'intégrer d'autres juniors par la suite. Je pense que viser systématiquement 3 à 5 ans d'expérience pour tous les postes, c'est un peu la solution facile. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Il n'y en a juste pas assez de gens qui ont cette exigence-là. Donc, il faut faire en conséquence. Sarah? OK, pardon, merci. Bonjour. J'ai peut-être un petit bémol à faire avec ça. Puis la question, c'est, moi, je pense qu'on le fait en réalité. On les engage, en tout cas, du moins, les personnes que moi, dans mon université, sortent de différents programmes, vont trouver des emplois assez facilement. C'est juste que j'ai l'idée que quand on demande 3 à 5 ans d'expérience, qu'on le met en ligne, c'est qu'on a réellement besoin de 3 à 5 ans d'expérience. Mais si les étudiants, parce qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup par piston, vont à NorthSec, vont à GoSec, vont à B-Sides, rencontrent les employeurs, en général, les employeurs vont faire de la place pour ces personnes-là parce qu'ils vont voir le potentiel. Fait que j'ai l'impression que si on se dit oui, c'est vrai qu'on demande de 3 à 5 ans dans une annonce pour un poste, mais en réalité, je veux dire, si on va dans des conférences, si on fait un peu de piston, si on est ici au FIC, on a moyen de rentrer dans l'industrie assez facilement et de faire sa place. Là, c'est une petite nuance que je mentionnerais, puis je pousserais justement les jeunes étudiants ou les étudiants gradués à venir à ces événements-là, puis à parler aux gens. Puis je pense que c'est comme ça qu'on est vraiment capable de faire sa place dans l'industrie, plus qu'en répondant à une annonce en ligne qui demande 3 à 5 ans d'expérience, en effet. Moi, si je peux me permettre, en fait, je vais remonter 20 ans en arrière là, parce qu'on a l'impression que c'est un nouveau problème, que la guerre du talent, puis tout ça. Puis moi, il y a 20 ans, je voulais embarquer en cybersécurité. C'était mon rêve. Puis c'était probablement un bizarre de rêve parce que, bon, mon gestionnaire de l'époque m'avait dit, Julien, tu devrais aller en virtualisation, c'est un meilleur chemin, il y a plus d'avenir là-dedans. La cybersécurité, tu sais, c'est gris, c'est plate, c'est pas excitant, etc. Moi, j'avais envie de prouver l'inverse. Puis pour embarquer en cybersécurité, bien, malheureusement, il y a un certain paradoxe qui existe. Il faut avoir de l'expérience en cybersécurité. Fait que si tu n'as pas d'expérience en cybersécurité, bien, tu ne peux pas travailler en cybersécurité. Fait que comment on brise ce chemin-là? J'avais demandé d'aller à une formation, un forum à l'époque. C'était le SANS Institute là, qui était la grosse mode, la grosse affaire. Je suis allé me certifier au SANS Institute, le GSEC à l'époque ça s'appelait. Puis quand je suis revenu, bien, j'ai eu un premier mandat parce que j'avais une certaine lettre de noblesse, si on veut, qui venait d'une institution connue en cybersécurité. Mais tout ça pour dire que je n'avais pas le 3 à 5 ans d'expérience, puis personne ne voulait me la donner ma chance. Puis pour faire du pouce à ce que tu dis, c'était un forum où il y avait plein de monde, puis quelqu'un a fait de la place pour moi. Je suis rentré chez Desjardins à l'époque, il y a de cela 20 ans. Fait que 3 à 5 ans, moi j'ai une toute autre idée là-dessus aujourd'hui, là, maintenant que j'ai une équipe à ma charge avec des gens, puis on fait beaucoup de recrutement. Je regarde le CV seulement par curiosité en général, mais là où je fais vraiment mon choix, c'est entre les deux yeux, puis c'est le potentiel que cette personne-là peut déployer à même une entreprise, parce que on les a, les capacités, les connaissances, de leur montrer leur futur métier, si on veut, puis on ne s'attend pas à engager quelqu'un qui va avoir exactement ce qu'on cherchait pour faire exactement ce qu'on leur demande de faire. Donc, C'est parfait. Alexis, je te demande une question, c'est certification. Toutes les différentes organisations demandent des certifications. C'est-tu nécessaire? Bon, moi, j'ai une opinion assez tranchée sur les certifications. C'est que non, c'est pas nécessaire. J'ai essayé de faire l'exercice de me rappeler ce que j'ai embauché dans ma carrière. J'ai embauché des dizaines de personnes et aucune n'avait une certification. Et c'est pas parce que je faisais une sorte de discrimination que j'évitais ce sujet-là ou des candidats qui avaient des certifications. C'est parce que c'était pas nécessaire et requis. En fait, ce qui est requis, c'est d'avoir les compétences, c'est d'avoir une expérience démontrée. Et ça s'acquiert en suivant un cheminement scolaire, ça s'acquiert par projet personnel, ça s'acquiert aussi par des certifications. Des certifications, c'est très bon, c'est structuré, ça amène les gens vers un certain sac de compétences et c'est parfait. Mais c'est pas parce que quelqu'un a une certification qu'il a les compétences, qu'il a bien acquis, tout ce qui lui a été montré. Au même titre qu'un diplôme universitaire ne va pas faire en sorte que la personne est nécessairement plus apte à faire le métier. Donc, mais une certification, c'est un outil que quelqu'un peut utiliser pour développer lui-même ou elle-même ses compétences.
Attention, moi, j'ai une opinion complémentaire, on va dire. Je dirais pas nécessaire, mais utile. Et de la même façon qu'une formation universitaire, on veut tous là, des gens talentueux. Ils peuvent être très talentueux sans diplôme universitaire, mais j'estime que le diplôme universitaire est aussi utile. Pour moi, c'est une question de plasticité cérébrale. Ça va démontrer vraiment la capacité d'abstraction d'un candidat. On en parlait tout à l'heure. La capacité de réagir dans un environnement qui n'est pas nécessairement connu. Tu as peut-être fait de l'informatique théorique, tu as peut-être fait de la recherche opérationnelle, tu as peut-être fait de la télécom, mais le fait d'avoir touché un peu à ça va te donner quelques bases quand tu vas avoir à gérer l'inconnu dans ta carrière. Donc, pour moi, c'est un peu le test ultime de deux choses, de motivation et de persévérance. Donc, j'encouragerais les gens ici, oui, à en faire, mais il faut gérer ses attentes avec ça. Parce que non, ça ne va pas changer ta carrière, ça ne va pas faire que tu vas être payé plus, puis ça ne va peut-être même pas faire que tu vas être choisi au bout du compte de la pile de CV, mais ça va prouver une chose, que tu auras eu assez de motivation et de persistance pour le faire. Et moi, bon, spécialement dans un contexte d'embauche en 2022, je pense que motivation et persistance, ça vaut quelque chose. J'ai envie d'embarquer aussi dans ce sens-là, sans nécessairement mettre une goutte de poison dans le lac. Le fait est que moi, les certifications, en général, il n'y a rien de ça qui m'accroche, puis oh, une chance qu'il l'a, parce que cependant, quand on tombe dans des milieux très stratégiques, exemple, on a chez nous des incident handlers, des gens qui vont faire de la réponse aux incidents. Alors, on va présenter en cours des preuves qui doivent avoir été manipulées d'une façon X, Y, Z selon un framework, une méthodologie de travail. Là, une certification n'est pas plaisante, elle est obligatoire. Donc, là, on parle d'un métier peut-être un peu très chirurgical dans la cybersécurité, là, parce qu'on s'entend qu'il y a des généralistes en cybersécurité, il y a des gens plus spécifiques. Bien, ce genre de certification-là est requise pour ce genre de travail-là, clairement. Là. Parlons un peu de rétention. On va parler un peu pour voir comment est-ce que les organisations travaillent avec les employés dans leurs organisations pour les garder et pour ne pas les perdre. J'aimerais savoir votre opinion. Peut-être on va commencer avec Julien. Oui, absolument. Moi, je suis un peu, vous le voyez peut-être par la couleur de ma cravate, un peu, disons, hétéroclite dans l'environnement de travail. Là, tout le monde est en mode remote, c'est donc bien le fun, youpi, on peut travailler à la maison. Moi, je viens d'un monde, là, ça fait 15 ans que je travaille remote, puis j'ai dû m'habituer à travailler au bureau dans les dernières années parce qu'on a un beau bureau, puis on a pignon sur rue, puis c'est important. Puis tout ça, puis c'est devenu complètement l'opposé. C'est devenu ce qui m'a rattaché à voir des gens. Puis bon, c'est sûr que là, on a une table de baby-foot, on a des Nerf guns, on a machine à café, on a toutes les affaires le fun pour exciter les gens, évidemment, mais on l'a pas fait tout ça pour attirer du talent nécessairement. On l'a fait parce qu'on a du fun ensemble, puis c'est une belle culture d'être ensemble. Quand la pandémie est arrivée, bien là, tout le monde est parti remote, tout ça, puis il n'existe pas de politique aujourd'hui là, chez GoSecure pour dire vous devez être là, vous ne devez pas être là. On n'a jamais eu à en mettre. Et bizarrement, il y a du monde de 10 à 3 à peu près tous les jours. Puis les gens se réunissent, se rencontrent. On n'a pas à les obliger ou à leur demander ou à mettre une politique là-dessus. On s'entend, on ne gère pas des garderies. Là. C'est tous des adultes qui ont probablement eux autres même des enfants. Et donc, c'est vraiment pas notre objectif. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'on a créé une culture sans s'en rendre compte de se rencontrer, puis d'être ensemble, puis d'échanger. On s'entend, là, tout le monde va le dire, là, on peut tellement régler d'affaires en 15 minutes dans un corridor versus 8 Teams meetings, un après l'autre, qu'on n'est même plus capable de booker parce qu'il faut s'inventer un logiciel d'artificielle intelligence pour pouvoir avoir 2 minutes avec David dans 3 mois. Parce que, bon, fait que bref, ma réponse, ce serait bien, la rétention. Ça va avec culture, ça va avec c'est donc bien le fun de travailler chez vous, c'est donc bien le fun d'être. Je peux-tu faire partie de votre équipe? Moi, c'est un peu ma vision sur la rétention du talent aujourd'hui. Oui, bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bon, hein? Moi, j'ajouterais, je pense que pour faire de la cybersécurité, du moins dans ma perspective, j'ai travaillé 5 ans avec Julien, justement, en cybersécurité. Faut que les employés aient le feu dans les yeux, il faut qu'ils aient envie de travailler, il faut qu'ils soient passionnés. Puis en réalité, quand on travaille en cybersécurité, si on fait tout le temps la même tâche, on va être blasé.
Donc, de laisser du temps libre aux employés pour faire quelque chose d'innovateur dans l'entreprise, de la recherche, des conférences, c'est une manière d'avoir une rétention d'employés. Permettre aussi à ces employés de faire de la formation continue. Parce que c'est pas vrai qu'en cybersécurité, du jour au lendemain, tu es vraiment bon, puis c'est beau, maintenant, tu as tout appris, puis tu vas rester bon pour toujours. T'sais. Donc, il y a des formations qui se donnent à NerdSec, il y en a qui se donnent à GoSec, il y en a qui se donnent dans plein de situations, puis ça te permet de rencontrer d'autres personnes de ton milieu qui font le même travail que toi, avec qui tu peux partager des stratégies. Donc ça, il faut aussi pousser pour ça, puis il faut financer ça. Puis ça coûte cher souvent, mais ça peut permettre à des employés de non seulement se sentir dans une organisation, mais aussi avoir l'impression qu'ils peuvent, eux, personnellement, devenir meilleurs. Et ça, c'est super important. Donc moi, je pousserais pour la formation, premièrement, et deuxièmement, des fois, là, de laisser un petit peu de temps libre à ses employés, de dire le vendredi après-midi, vous travaillez sur un projet, vous m'en parlez, vous me dites qu'est-ce que vous faites, mais en même temps, bien, ce projet-là, il va peut-être profiter à l'entreprise dans 2, 3, 4 mois. Puis je sais que généralement, les employés en cybersécurité, ils ont une imagination, ils ont un sens d'innovation, ils ont envie de tester des choses, puis ces choses-là vont être utiles par la suite pour l'entreprise. Donc, on parle de rétention de talent. Voici mes 2 stratégies. Moi j'aimerais rajouter, qui dit rétention, dit satisfaction au travail. Alors, il faut savoir pourquoi les gens quittent un emploi. Donc, pour que quelqu'un quitte son emploi, puis bon, généralement, il ne quitte pas un emploi, il quitte un boss, mais pour que ça arrive, il y a 2 facteurs qui doivent arriver en même temps. Il faut qu'il y ait beaucoup de facteurs d'insatisfaction au travail et peu de facteurs de satisfaction. Donc, il faut agir sur ces 2 éléments-là. Quel est le principal élément de satisfaction au travail? Bien, c'est la motivation intrinsèque. C'est qu'est-ce qui va leur donner de la drive? Est-ce que tu vas leur donner des projets où ils vont se sentir engagés, où ils vont pouvoir exercer leur leadership, où ils vont pouvoir progresser dans leur carrière? Donc, il faut leur donner du challenge, il faut leur donner du lousse au niveau de la gestion, il faut les encadrer et en même temps, il faut faire un peu comme vous faites chez GoSecure, il faut leur donner du mot, il faut encourager les facteurs de satisfaction au travail. Donc, il faut, être flexible avec la politique familiale, pas les forcer à se taper le pont-tunnel alors qu'il est congestionné. Donc, avoir des politiques RH qui vont faire en sorte que ça va être facile pour eux. Donc, si on a ces 2 facteurs-là, donc on maximise les facteurs de satisfaction au travail, généralement des facteurs intrinsèques, et qu'on minimise les facteurs d'insatisfaction, qui sont plus extrinsèques, là, on a une bonne recette pour les garder. Et j'ajouterais, bien, il ne faut pas juste les motiver, il faut les fidéliser. Puis si on veut les fidéliser, les engager, bien, il faut regarder peut-être au-delà de la rémunération. Il faut regarder le package au complet. On a tendance à oublier, bien, c'est pas juste le salaire, au fond. C'est le salaire, c'est peut-être la participation aux bénéfices, c'est les avantages sociaux, c'est les activités parascolaires, etc. Donc, il faut regarder tout le package de compensation qui dépasse largement le salaire. Mais il faut le dire, c'est aussi le salaire. Juste pour être clair. Ben, Il y a l'éléphant blanc dans la pièce, là, c'est quand même aussi le salaire. Si on parle de rétention, parlons un peu de diversité. J'ai travaillé dans des grosses organisations, des grosses boutiques de cybersécurité où c'était difficile de retenir les femmes dans l'organisation. Ça a à faire avec la toxicité dans l'environnement. Est-ce que vous avez observé ça dans vos organisations, peut-être dans le passé ou dans l'environnement? En fait, où veux-tu commencer? Quelque chose que j'ai remarqué avec vraiment, je ne sais pas comment le décrire, là, pas étonnement, c'est à quel point, comme quand je suis arrivé chez Proofpoint, ça fait quelques mois, et au niveau de la diversité, la tolérance à l'intolérance, elle est inexistante. Donc, les nouveaux gestionnaires qui entrent passent pas juste par une petite formation de 3 minutes qui dit « Ah, il faut être tolérant, la diversité, c'est important » et on n'en parle plus. C'est pris excessivement au sérieux. Et très rapidement, on se rend compte que ça fait partie de la culture. La différence est une normalité. Et ce qui serait anormal, ça serait quoi que ce soit qui viendrait stigmatiser la normalité. Et donc, c'est magnifique. Ça demande un effort, et ça demande un effort pas juste de la direction, c'est pas juste un message qu'on envoie aux 3 mois, c'est un message qui est constant et qui est adopté par pratiquement tous les gestionnaires à tous les niveaux de l'entreprise pour que ça se rende aux employés comme tels, qui sachent qu'ils sont dans un endroit
ou est-ce que c'est toléré et encouragé la différence? Moi, je peux juste, tu sais, la diversité, elle est essentielle. Il faut la pousser, il faut continuer. Il faut qu'il y ait des femmes, justement, pour qui, moi, en tant que femme, je puisse me voir puis me dire, oui, j'ai envie d'être cette personne-là plus tard. Il faut que je puisse m'imaginer. C'est super important. Donc, ça prend des femmes à des positions importantes pour que les jeunes femmes puissent se dire, ah oui, je peux devenir ça. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, j'irai là-dessus. Il y a une partie de moi, oui, vous avez posé la question, certainement qu'en 10 ans en cybersécurité, j'en ai vécu des moments qui étaient inacceptables. Mais j'en ai vécu aussi à l'université. Donc, tu sais, ça existe aussi, c'est dans notre société. Je trouve que, personnellement, les jeunes avec qui j'ai travaillé, donc les nouveaux arrivants, les nouveaux employés, justement, de par des politiques qui sont très, très fermes, je trouve que la nouvelle génération est assez positive sur le sujet. Donc, elle est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus alerte sur la question. Donc, moi, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup dans une génération qui est peut-être plus âgée un peu, de boys club à ce moment-là, où, tu sais, c'est plus difficile d'imaginer qu'on pourrait vraiment, en fait, j'aimerais ça, mais qu'on pourrait vraiment changer cette culture-là spécifiquement. Après, c'est à travers des politiques fermes, justement aussi pousser des femmes à rentrer dans le domaine pour qu'on puisse aussi se reconnaître, puis travailler avec d'autres personnes de notre genre, puis d'autres personnes aussi d'autres cultures, etc., etc. Donc, je pense qu'on est dans la bonne voie, puis je pense que, puisque ça revient constamment, clairement, on s'en va vers la bonne voie, mais il faut continuer. Fantastique. Mais je pense que tu viens de mettre le doigt dessus parce que oui, c'est beau la diversité, mais encore faut-il que les femmes se présentent dans le corps d'emploi. Puis on a un gros enjeu au Québec, en Amérique du Nord, en général, avec le STEM, Scientific, Technical, Engineering and Math. Le vrai problème, tant qu'à moi, c'est l'insuffisance des femmes qui se présentent dans le pipeline. Il faut les encourager à 12-13 ans. Parce qu'encore aujourd'hui, quand les femmes arrivent en majorité à l'université, bien, ils vont choisir des carrières en sciences de la vie et ils vont peu choisir d'aller en ingénierie, en mathématiques, en maths et en techno. Donc, je pense que collectivement, on a un job à faire pour encourager nos jeunes quand ils sont à l'école, quand ils sont au secondaire, d'aller faire des talks pour dire hey, oui, il y a de la place pour les femmes en cybersécurité. Puis avoir plus de femmes du côté leadership aussi Mais au c'est travers ça, de c'est que si moi, j'en ai jamais l'organisation. vu des femmes en cybersécurité quand j'étais jeune, puis que c'était toutes des infirmières. Je m'imaginais infirmière, dans le sens où, à un certain moment aussi, ça prend des femmes en leadership qui vont pouvoir montrer aux enfants que c'est possible. En leadership et aussi à l'emploi. Donc, je suis tout à fait d'accord. Puis oui, il faut qu'on fasse ce travail-là en amont avec les Parlons un peu de jeunesse, parce que c'est un bon sujet. Donc, si on regarde l'Israël, les jeunes rentrent en cybersécurité très jeunes. Une des raisons, c'est qu'ils veulent protéger Israël. C'est considéré comme un sujet très important pour eux d'apprendre et de s'intégrer dans l'organisation. Donc, l'Israël, c'est un exemple de la cybersécurité là, à un niveau très élevé. Donc, le Canada, du côté jeunesse, quand on commence à penser à ça, quand on commence à parler au gouvernement, quand on commence à parler du côté éducation, c'est super important d'avoir une introduction assez tôt du côté cybersécurité, puis aussi aux entreprises de commencer à travailler avec les jeunes tôt. Mais ça, on a besoin du leadership de ce côté-là. On parlait tout à l'heure avec Steve du gouvernement du Québec. On a besoin du leadership de ce côté-là. On a besoin du leadership du côté fédéral pour vraiment faire ça un sujet qui devient super important. Donc, j'aimerais savoir vos avis un peu plus du côté Oui, bien, côté-là. moi, je me lancerais là-dedans. En fait, la jeunesse, pour moi, ça me tient à cœur parce que le talent, ça n'a pas d'âge, on s'entend. Puis même, c'est souvent même l'inverse. Là. Plus on est jeune, meilleur on a les idées, plus on est créatif, moins on a de barrière cérébrale qu'on acquiert en vieillissant, malheureusement, avec l'âge. Mais, tu sais, Massara en a parlé tantôt un peu. Hackfest, NordSec, GoSec, Montréac, c'est tous des événements de la communauté qui sont hyper ouverts. La communauté, là, ça le dit, là, on a eu déjà travaillé ensemble, on travaille encore ensemble sur d'autres dossiers qui sont extra travail là, professionnel, on s'entend. C'est une passion, on t'a parlé de passion tantôt, mais pour faire rentrer les jeunes dans l'équation, selon moi, c'est ces portes d'entrée-là qui sont les plus faciles puis les plus alléchantes parce que c'est souvent du gaming, c'est souvent, on va faire un capture de flag, on va faire des activités de lockpicking, on va vous montrer, parce que, tu sais, on parle de cybersécurité, là, puis ça a dû être évoqué plusieurs fois dans les 2 dernières journées, là. La cybersécurité, c'est pas juste une affaire d'ordinateur puis de souris clavier, là. C'est une affaire de hacking physique,
techniques ou encore d'êtres humains qui vont bypasser des systèmes de par leur créativité. Fait que c'est cette créativité-là qui est intéressante dans la jeunesse. Fait que moi, je pense que c'est le meilleur chemin. Puis, tu parlais, François, de Steve Waterhouse du ministère tantôt, bien, que le gouvernement s'intègre dans cette communauté-là, puis fasse partie de cet écosystème-là qui existe déjà. Là. La structure, elle est déjà là. Les gens adhèrent à ça, vont à ces événements-là. Fait que je pense que la communauté, c'est une porte d'entrée intéressante pour la jeunesse. Par contre, c'est un peu tard dans le processus. Tu ne trouves pas les plus jeunes à NordSec, là, ils ont déjà fait un choix de carrière. Ils ont déjà fait le pas. Moi, je vais aller en informatique pour la grande majorité, non? Je me souviens quand c'était le temps de choisir, vers la fin du secondaire, là, on a un portfolio immense de carrières dans lesquelles on peut choisir. Là, on se spécialise un petit peu, sciences humaines, sciences nature, ou on va vers le domaine, les formations techniques, où est-ce qu'on choisit immédiatement notre métier. C'est là-dedans que la cybersécurité doit s'insérer, dans le fond, pour intéresser les gens à l'informatique avec l'angle cybersécurité. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai fait ce processus-là. Mes enfants ne sont pas encore rendus à cet âge-là, mais je me demande aujourd'hui si ça ressemble à quoi, la sensibilisation ou à quel point nos jeunes, quand ils arrivent à ce moment charnière-là, connaissent le métier puis connaissent que c'est une option terriblement intéressante pour eux. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Alexis. Il faut les prendre au secondaire, là où le lobe frontal commence à peine à se développer. Puis il faut leur donner le goût. Puis leur donner le goût, ben c'est aller leur dire c'est quoi, c'est parler à nos enfants, à nos voisins de c'est quoi nos jobs. Puis je me rappelle, quand j'étais sur le CA de technocompétences, on avait lancé Ma carrière techno, qui était la gamification des carrières en techno. Bien, je crois qu'on devrait faire la même chose pour les carrières en cybersécurité. Je crois que les groupes comme Women in Cyber qui existent, j'encourage les femmes à aller voir là, bien, pourraient nécessairement encourager les jeunes femmes. Donc, je pense qu'il faut les prendre très, très tôt là, dans le pipeline si on veut s'assurer qu'ils soient là sur la ligne de départ. Parlons un peu de perte de talent. On commence à parler d'organisations, des fois américaines ou européennes, qui viennent au Canada, font des offres incroyables. Un exemple, je travaille dans une organisation très reconnue, une des grosses quatre, puis quelqu'un se faisait payer 150 $ canadiens. On avait des organisations américaines qui rentraient puis doublaient le salaire. Tu perds les gens immédiatement. Tu ne peux pas vraiment faire une contre-offre. C'est trop difficile, c'est comme tu as trop d'employés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait avec le défi? Je pense que c'est un sujet, on peut aller encore là, hyper creux, là, puisqu'on le voit dans le marché, tu as absolument raison. On se fait littéralement attaquer, d'où la guerre du talent, là, par des entreprises qui ont peut-être, oui, poches plus profondes, mais surtout une devise plus alléchante, mettons. Moi, je reviendrai à mon propos du début. Là. La culture va attacher les gens. C'est sûr que le gros éléphant du salaire fait une grosse différence, mais aller travailler tout seul dans son sous-sol pour une compagnie où tu n'as pas d'attachement, puis je pense que c'est Alexis, t'en parlais un peu plus tôt, de se faire former dans une nouvelle entreprise, donc changer d'emploi dans un mode où on est remote à 100%. Vous essayerez de faire la formation puis le onboarding d'une nouvelle personne 100% remote qu'on ne voit jamais. Là. Créer la culture, là, c'est très, très difficile. Donc, de même, la rétention aussi. Fait que je pense qu'il faut travailler sur renforcer cette culture-là, justement, pour garder notre talent. Évidemment, rester à l'écoute puis être capable d'ajuster nos salaires aussi pour contrer ces offres-là, évidemment. Il va falloir qu'on s'adapte là, parce qu'il y a une transformation. Puis on n'est plus dans un monde où tu travailles à Québec parce que tu as étudié à Québec, puis c'est tout. Tu habites à Québec, puis tu travailles pour une compagnie à Silicon Valley. Il faut qu'on puisse, au Québec, t'offrir des salaires compétitifs avec ce nouveau panorama-là mondial, là, effectivement. Si je peux juste rajouter, il y a peut-être quelque chose aussi avec la communauté. Donc, si on réussit à avoir une communauté forte à Montréal, de personnes en cybersécurité qui sont passionnées puis qui travaillent ensemble, bien, ces gens-là, ils ont envie de travailler ensemble à GoSecure ou à d'autres entreprises qui ne me viennent pas à la tête en ce moment, c'est comme ça, qui, en fond, finalement, vont travailler ensemble puis vont peut-être plus intéressés à travailler ici ensemble que justement dans leur sous-sol pour une compagnie de Silicon Valley où on fait toutes des rencontres en Teams puis qu'on ne se voit pas. Donc, moi, je pousserais beaucoup sur la communauté, puis ça, c'est quelque chose que, tranquillement, on voit qui commence à être vraiment, vraiment solide. On a nommé des organisations, il y a plusieurs personnes, on se voit à chaque année. Donc, essayer d'intégrer plus de monde dans cette communauté-là pour, par la suite, bien,
créer un sentiment d'appartenance, finalement, si on veut contrer justement des salaires faramineux. Là. Mais le salaire est important. Fait que Mais il y a un petit peu un piège à la surenchère. Donc, il faut premièrement peser sur le frein parce que quand on surenchère, on fait juste encourager la spirale inflationniste. Là. Donc, si on veut que ça continue, c'est la recette à faire là, de donner des salaires faramineux. Mais il y a le risque pour celui qui va surenchérir ad nauseam, qui va se retrouver dans une job dans les hauts 6 chiffres, on va dire, mais qui va plafonner. Et puis cette personne-là va avoir fait le tour du jardin peut-être dans 2 ans. Et sais-tu quoi? Bien, après ça, elle va avoir beaucoup de misère à se replacer parce qu'elle va être décalée par rapport au marché. Donc, c'est un piège qui guette ceux qui font la course au prochain gros salaire. À un moment donné, ils vont topper. Puis, excusez-moi, ils vont peut-être avoir un gros salaire, mais ils n'auront peut-être pas énormément de satisfaction au travail. Donc, c'est bien beau faire de l'argent, mais si tu ne tripes pas dans ce que tu fais, c'est prouvé scientifiquement. Le salaire, là, ça fait plaisir pendant 2 semaines. Après 2 semaines, c'est pris pour acquis. Mais le challenge que tu as, le fun que tu vas avoir avec tes collègues de travail, la mission, le sentiment d'avoir accompli la mission à la fin de la journée, bien ça vaut quelque chose. Moi, dans mon entreprise, je disais, hey, aujourd'hui, on a protégé des entreprises. Aujourd'hui, on a bloqué telle menace. Puis, c'est quoi? Les gens arrivaient chez eux, puis ils disaient à leur blonde, à leur chum, ben, hey, on est du bon côté de la force, on a fait du travail, le fun. Fait que, il y a ça qui joue. Je ne sais pas si je peux me permettre un petit peu de hors-piste, François. Tu me corrigeras si c'est pas légal, mais on parlait un peu plus tôt de talent puis de job dans le sous-sol, puis bon, remote, tout ça. Je ne sais pas si vous saviez, mais il existe un groupe de personnes qui, ensemble, ont créé un forum sur lequel ils vont avoir 2 à 3 jobs sans que leur employeur soit au courant. Donc, ils vont maximiser leur salaire en prenant 3 jobs, exemple à 100 000 dans 3 régions différentes. Donc, exemple, avoir une job à Montréal 100% remote, une job en Amérique latine 100% remote, puis une job en Europe 100% remote. On voit ça de plus en plus, de sorte qu'on a dû ajuster un peu nos termes et conditions dans nos embauches pour surveiller ça. C'est sûr que c'est une ligne fine là, entre tu as une autre job et où tu fais du bénévolat à gauche à droite, fait qu'il faut être prudent, mais c'est un danger qui nous guette aussi de plus en plus avec ce genre de nouveaux groupes, de mouvements-là, si on veut. Là. Puis, David, tu parlais des les gens qui, un peu les chasseurs de meilleurs salaires, là, qui sautent d'un endroit à l'autre pour aller chercher tout le temps extraire le maximum. Là. Ça paraît dans un CV. Ça paraît mal. Et ça paraît très mal. Et ça paraît très mal. Il y a des très beaux CV que je vais passer. 10 années d'expérience dans le domaine, 5 employeurs. Des beaux emplois, là, des employeurs reconnus et tout ça. Et moi, je me dis, bah, le pattern, c'est à toutes les années et demie, à tous les 2 ans, la personne change. Pourquoi elle change? C'est-tu 5 emplois qui avaient trop de facteurs désagréables? Ou c'était parce qu'après 2 ans, on décidait, je fais un saut puis je m'en vais chercher un petit 25, 50, 100 000 de plus? Est-ce que c'est un employé intéressant pour un employeur? Je pense que poser la question, ça se répond assez facilement. Moi, j'en ai jamais embauché des gens qui avaient un pattern de ce type-là qui était aussi évident. Mais celui-là que j'ai vu récemment, là, 5 emplois en 10 ans, c'est très particulier. Et c'est tout ça le problème. Donc, je te demande la question parce que je fais beaucoup de recrutement aux États-Unis en tant qu'exemple. On va prendre la ville d'Austin, Texas. Tous les curriculums que je regarde sont 1 an ou 1 an et demi. C'est-tu la satisfaction avec l'employeur, la désatisfaction avec l'employeur, ou ils veulent vraiment chasser l'argent? Est-ce que c'est des emplois en vente, par exemple? Parce qu'en vente, Parfois, c'est en vente, les parfois, quotas c'est en sont trop marketing, hauts. c'est ma spécialité, mais certainement, on voit beaucoup de changements dernièrement aux États-Unis. Je dirais qu'on commence à voir ça de plus en plus au Canada aussi. Donc, la rétention des employés, ça devient de plus en plus important. Mais je vais changer de sujet, je vais parler d'immigration. Donc, c'est un sujet assez intéressant quand même. Puis, on va demander des questions bientôt. On va vous donner un bon 10 minutes là, pour demander des questions. On arrive au point bientôt. L'immigration est clé à notre sensibilisation de la cybersécurité et qu'on soit compétitif au Canada, c'est certain, puis au Québec. Mais on fait-tu assez pour s'assurer de l'avenir de la cybersécurité au Canada au travers de l'immigration?
Écoute, je peux peut-être me lancer, François. Dans ma carrière, j'ai embauché, comme je disais, des dizaines de personnes. Il y a probablement une 30-35%. C'était des travailleurs étrangers, des gens que je suis allé recruter en France, en Espagne, en Argentine. Ça faisait partie de ma stratégie d'embauche parce que je veux dire, c'est coûteux, c'est long, c'est fastidieux, il y a plein d'inconnus, il y a plein d'incertitudes. On ne sait pas si ça va fonctionner, même après avoir dépensé des milliers de dollars. Il faut avoir un candidat qui est prêt à attendre que les papiers arrivent et soient en ordre. Donc, c'est un peu le dernier choix pour un employeur d'aller à l'étranger pour recruter. C'est beaucoup plus facile d'aller embaucher quelqu'un qui est ici, qui a déjà sa citoyenneté ou sa résidence permanente. Et le processus qu'un employeur doit suivre et que le candidat doit suivre de son côté, il ne faut pas oublier l'impact du processus sur un candidat, c'est très difficile. Ça prend des gens dévoués qui disent « je veux ce poste, je veux cet employeur » et j'attendrai dans l'incertitude avant d'un jour recevoir un appel qui dit « tes papiers sont prêts, fais tes valises, traverse l'océan pour partir une nouvelle vie » au Québec. Je trouve ça limite irrespectueux envers ces gens pleins de talent qui sont prêts à venir vivre ici, mais qui d'attendre un nombre des mois et des mois sans aucune nouvelle. C'est très, très difficile. Moi, je fais du pouce à cette idée-là. On a vécu les mêmes problèmes. Notre organisation est assez agile et flexible pour faciliter cette documentation-là. Par contre, d'un point de vue gouvernement, c'est fastidieux, puis des fois, ça peut mettre en péril potentiellement quelqu'un qui est en attente. Dans un autre ordre d'idée, la portion immigration, selon moi, amène une créativité tellement intéressante, puisqu'en mélangeant les cultures, on amène des gens qui ont d'autres idées, des nouvelles idées. Puis, tu sais, on se connaît beaucoup dans le monde de la cybersécurité, là. Puis, bon, t'es rendu où? Puis, hey, David, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Puis, bon, c'est le fun de voir des nouvelles têtes. C'est le fun d'avoir des nouvelles idées puis de changer un peu le gossip, là, parce que les histoires, on les connaît toutes. Qui tourne tout le temps. Exact. On crée des nouvelles... Mais blague à part, c'est la créativité que ça amène, puis les idées nouvelles qui sont géniales, qui me rappellent un peu quand, justement, on parlait de jeunesse au début, mais quand tu mixes les deux, jeunesse plus immigration, plus mixité, là, de la mixologie humaine, là, selon moi, c'est ce qui donne les meilleurs résultats dans une entreprise, puis qui crée une culture. Ça tourne tout ensemble, hein, puis on parle communauté aussi, c'est la même chose. Là. Si, mettons, on rêve, là, parce qu'on en a parlé ensemble, là, on se dit, dans le fond, il faudrait que le gouvernement reconnaisse que la cybersécurité, c'est une industrie qui est en manque de talent, qui est en pénurie de talent. Et là, ils vont faire une fast track d'immigration où on peut cocher cybersécurité, puis là, ça passe à côté, puis c'est plus rapide. T'sais. On pourrait imaginer un monde où ça l'arriverait, puis on serait tous heureux de voir ça arriver parce que ça faciliterait la vie de tout le monde, dont ceux qui ont envie de venir ici, puis de justement apprendre la cybersécurité, quelque chose pour lequel il y a de l'emploi, finalement. Donc, on fait une demande ici, s'il y a des représentants du gouvernement, pensez faire une petite box, là, cybersécurité, je coche. Ce serait super intéressant. On l'a demandé à Steve, puis on le demande de n'importe qui est au fédéral de vraiment mettre ça en place. Parce que c'est trop difficile comme c'est là pour identifier les différents analystes, des différents rôles de différentes sortes. On demande le même processus de sécurité, d'immigration. Ça, c'est pas une question. Mais on va avoir une sorte de fast-track sur cybersécurité. Et si on fait ça, on va peut-être arrêter de se cannibaliser l'un l'autre pour les ressources. Fait qu'il y aura un avantage collatéral. Puis le but, d'une façon, c'est de protéger les Canadiens. Donc, tu sais, je veux dire, la cybersécurité, c'est ça la clé. Mais en fait, tu parles, François, de protéger. Je pense que c'est universel dans le monde. Là. Ça, c'est... les hackers, là, je déteste ce mot-là, là, on les appelle les adversaires. Là. Donc, les adversaires sont universels et donc nos systèmes, nos mécanismes, nos réactions face à ça sont universels aussi. Et donc, le talent, qu'il soit dans un pays ou un autre, d'une couleur ou d'une autre, je pense que ça a été mentionné dans le panel juste avant, c'est pareil, c'est la même connaissance, donc on a le même intérêt pour ça. Donc, je veux voir s'il y a des questions. On aimerait bien ça, avoir des questions du groupe. Vous pouvez l'adresser, s'il vous plaît, à quelqu'un en particulier aussi. Oui, bonjour. Je vous ramène un peu du côté WARS. Massara parlait de faire des communautés, la culture d'entreprise, à l'intérieur même, mettons, du Québec ou du Canada. Là, Alexis travaille pour David. Et là, quitte pour aller travailler pour Julien, il ramène toute sa gang. Donc, appelle ça. Et là, à un moment donné, tu as de la perméabilité là-dedans. On se cannibalise, David l'a touché là-dedans. Comment vous voyez ça de façon générale? Parce que
quand on parle avec nos départements RH, tout ça, à un moment donné, ça dit, ben là, arrête de cannibaliser le monde chez moi, je vais t'appeler, ça, on ne fera plus affaire avec vous. Ça amène le côté WARS amène un gros côté tendu, disons. Voyez-vous des solutions, des pistes, des écueils? Je peux-tu sauter là-dedans? Moi, j'adore ça. Je trouve ça tellement le fun parce qu'on vit ça. Tu as décrit quelque chose de tellement réel, effectivement. Puis je nommerai aucune compagnie, là, mais on a dû appeler, on a voulu, on s'est tous demandé, est-ce qu'on l'appelle? Ils sont partis avec 6 personnes de chez nous dans le dernier 4 mois. Qu'est-ce qu'on fait? La vérité, puis je pense que tu l'as dit, David, les gens, ils quittent pas un emploi, ils quittent souvent un patron. Fait que, mettons qu'on se met au travers de ça, mettons qu'on essaie de monter, d'ériger des barrières contre ça. T'sais, si les gens s'en vont, les gens s'en vont. Je pense que moi, personnellement, je l'ai dit tout le long, la culture qu'on crée fait gagner tout le reste. J'ai vu des gens dire « Hey, il y a un salaire de 50 000 de plus là-bas, mais j'ai tellement de fun ici avec vous autres, je viens quand je veux, on joue à des jeux ensemble, on parle de patentes, je veux dire, on est passionné par ça, on est passionné par la culture qu'on a créée. Fait que moi, encore là, je remettrais dans la culture. Puis on en a vu des gens partir puis revenir. Là, je ne vais pas faire du pouce à notre propre compagnie, mais vous regarderez notre post LinkedIn, mais on a des retours, des gens qui reviennent. Pourquoi? Parce que notre culture est forte. Fait que moi, ce serait ma réponse. Ben, exactement. Moi, je pense qu'il faut créer de la fidélisation. Puis je reviens un peu là-dessus. Une manière de fidéliser les employés au-delà du salaire, bien, c'est de leur offrir peut-être une participation. Si vous ne connaissez pas les RILT, régime d'intéressement à long terme pour vos employés clés, c'est peut-être le temps de regarder ça, mais un coup que tu as donné assez d'argent à ton employé pour qu'il paye son hypothèque, son auto, sa garderie, ses REER, bien, le reste, c'est un peu de l'extra. Il faut que tu l'engages, il faut susciter l'engagement avec le challenge. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Je pense que qu'est-ce que Massara a dit vis-à-vis communauté, c'est très important. Vous avez des communautés à l'intérieur des entreprises, vous avez des communautés à l'intérieur de la ville de Montréal, comme exemple. Nous autres, on a créé le Canadian Cybersecurity Network, parce qu'on crée une place pour les gens qui ont possiblement pas de communauté. Ils sont peut-être mis à la porte à leur entreprise à cause de cutback. Ils recherchent des emplois, des étudiants, toutes ces choses-là. C'est super important que les gens ont une communauté. Parce que les compagnies, ça change. Mais c'est vraiment important d'avoir communauté. Il y a une analogie pour faire du pouce à les RITL. J'avais jamais entendu ce mot-là. En anglais, on parle des stock options, mais je vois exactement de quoi tu parles. Il y a une belle analogie là, qui est au déjeuner, la poule puis le cochon. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Donc, la poule contribue, le cochon s'investit. Fait que là, imaginez une assiette avec un œuf puis du bacon. Là. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on a besoin, c'est des gens qui vont contribuer. Puis pour les faire contribuer, il faut leur donner un morceau de ce qu'on construit ensemble. Exactement. D'autres questions? Oui. Puisque la majorité de la population ne comprend pas la cybersécurité, quels conseils pouvez-vous donner à un employeur pour bien évaluer son employé en cybersécurité puisqu'il ne se connaît pas? Et l'envers de la médaille, avec les besoins que vous voyez immédiats, comment un employé peut se démarquer? Moi, je peux prendre, j'adore ça parler, je peux répondre, c'est pas un problème. Quelle surprise. Exact. En fait, moi, je suis un très grand fervent, je tripe sur le monde qui ne viennent pas du monde de la cybersécurité. Je l'ai dit plus tôt, moi, ça a été présenté comme un milieu gris, plate, triste. Je viens d'un monde où la cybersécurité, là, c'est un firewall puis un Active Directory où tu crées des groupes. Puis bon, aujourd'hui, on s'entend, c'est devenu un monde complètement différent. Puis on est passé de t'as des généralistes à t'as des gens tellement spécialisés aujourd'hui, à même notre entreprise, là, on a les gars de recherche, un peu comme Alexis, ce que tu fais, là, on se parle ensemble, on ne parle pas de la même chose, pas en tout en cybersécurité. Fait que ce que je dis, c'est je pense que de faire rentrer des gens, il ne faut pas qu'il y ait de barrière à l'entrée parce qu'on va leur montrer, on va les former, puis on ne va pas les former sur toute la cybersécurité, probablement juste un bout spécifique. Tu sais, tantôt, je parlais de réponse aux incidents, mais quelqu'un peut être vraiment spécialisé dans ce bout-là. Puis souvent, là, ces gens-là sont des développeurs à l'origine parce qu'ils comprennent le code en arrière, ils comprennent comment marche. Tu sais, on parle de code malveillant, de virus.
virus et du code qui a un objectif de faire du mal dans l'entreprise. Fait que, bref, je pense que c'est plus facile qu'on le pense d'amener des gens qui viennent pas du tout de notre domaine ni de notre monde. Puis, je laisse une partie de ta question à laquelle j'ai pas de réponse. Là. Comment on fait d'un point de vue RH pour rendre ça ouvert et facile? Bonne question. Moi, j'ai peut-être un petit quelque chose, là, puis c'est mon expérience personnelle. Moi, j'ai un bac en économie, une maîtrise en criminaux, un doctorat en criminaux, mais à la base, juste ça, ouais. À la base, je suis rentrée en cybersécurité, puis j'ai travaillé là 5 ans, mais je connaissais rien de la cybersécurité. Fait que j'étais exactement cette personne-là. Puis j'ai rencontré du monde dans des conférences et tout, puis je m'intéressais vraiment à ça. Puis c'était dans le temps Pascal Fortin, qui était un grand leader. Non, mais il est encore un grand leader. C'est pas ça que je dis. Mais il m'avait dit, OK, Massara, tu t'intéresses à la cybersécurité, va faire cette petite certification-là d'ISACA qui s'appelait Cybersecurity Fundamentals. Va faire ça, puis le jour où tu l'as passé, viens me voir, puis on va parler. Moi, j'ai passé 3-4 mois à étudier, là, dans mes temps libres, ce livre-là qui expliquait, bon, c'était quoi la structure de l'Internet, le modèle OSI, les Trojans, tu sais, tous les petits trucs qui sont quand même assez fondamentaux de la cybersécurité, mais qui m'ont donné une bonne idée de qu'est-ce que c'était. J'ai passé la certification, je suis allée voir Pascal, je disais, regarde Pascal, je l'ai passé. Puis il a dit, OK, parfait, viens, on essaye. Puis pour lui, juste le fait que j'ai pris le temps d'étudier cette certification-là qui coûtait 100 $ à faire, puis qui finalement te demandait de lire, 300 pages, bien, ça montrait ma volonté. Puis moi, ça m'a donné une idée aussi à savoir ça m'intéresse-tu ou ça m'intéresse pas vraiment finalement, tu sais. Puis là, après ça, bien, tranquillement, j'ai pu monter dans l'entreprise, tu sais, travailler en recherche, faire plein de choses. Puis la manière dont j'ai pu me démarquer, moi, c'était la possibilité de me donner du temps pour ma créativité. Donc, c'était de laisser l'employé qui est nouveau dans le domaine puis qui n'est pas certain qu'il veut faire, par exemple, vraiment du CM ou, je ne sais pas, du pentest, de lui laisser un peu toucher à différents aspects au début. Puis dire, tu sais, finalement, tu veux continuer dans ce département-là, OK, on se lance. T'sais. C'est sûr que si on le bloque tout de suite dans un département qui, finalement, n'est peut-être pas celui qui l'intéresse, bien peut-être qu'on va le perdre rapidement ou qu'on va avoir fait un mauvais investissement. Pour ceux qui s'intéressent, Massara a démonté un botnet mondial. Donc, depuis ce temps-là, ça vous intéresse. Ça prend la passion aussi, je pense. C'est tellement un bel exemple de comment quelqu'un peut se démarquer. Tu sais, moi, j'écoute cette histoire-là de mon œil d'employeur, là, puis un employé qui agirait comme tu viens de le décrire, je serais comme hey, « My God, c'est une perle rare. » de démontrer par toi-même, de faire la démarche. Tu n'as pas attendu que, viens, je vais te montrer 1 heure par jour. Tu ne mets pas le poids sur quelqu'un d'autre de te montrer les trucs. Tu te dis, regarde, tu as eu un beau conseil d'un mentor, va dans cette direction-là, puis reviens me voir si tu as des questions. Mais tu l'as fait jusqu'au bout, puis ça marchait en crime. D'autres questions? Wow, c'est difficile à voir. Non? Ben, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez parler au panel, venez nous voir. On est très contents à répondre à d'autres questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.